Nous allons étudier ensemble l'examen neurologique périphérique. Alors, il n'y a pas de prérequis spécifiquement pour cette capsule, mais vous pourrez vous alimenter d'autres capsules, notamment sur l'examen clinique d'un patient présentant des vertiges, l'examen neurologique central, et d'autres capsules qui sont en lien, que vous pouvez lire ci-dessous. Alors, l'objectif va être de mettre en place la démarche de l'examen clinique en neurologie périphérique dans un contexte de diagnostic d'opportunité ostéopathique. Dans certains cas, l'ostéopathe, pour réaliser son diagnostic d'opportunité, sera amené à réaliser un examen neurologique périphérique. Il s'agit d'un examen du système nerveux périphérique, composé des racines rachidiennes, des nerfs spinaux, des plexus et des nerfs périphériques. Alors c'est quelqu'un qui va arriver en disant par exemple j'ai mal à la fesse, j'ai la sciatique, j'ai un torticolis ou j'ai mal dans tout le bras. Ces différentes formulations doivent amener l'ostéopathe à vérifier dans le cadre de son diagnostic d'opportunité qu'il n'y a pas de radiculopathie ou un syndrome radiculaire. Plus généralement, l'ostéopathe sera amené à réaliser l'ensemble de l'examen du système nerveux périphérique, même si, le plus souvent, les syndromes radiculaires sont liés à des conflits disco-radiculaires, par hernie discale. Il existe un certain nombre d'autres étiologies présentant un contexte, des signes et un symptôme que l'ostéopathe doit être en mesure d'identifier. Alors, on peut faire une remarque, dans les pathologies, comme les myélopathies cervicarthrosiques, les syndromes de la queue de cheval, le canal lombaire étroit, le canal cervical étroit, tout ça ce sera abordé dans le cadre de l'approche rhumatologique, mais ils peuvent être responsables d'un syndrome radiculaire. L'examen des nerfs crâniens fait aussi l'objet d'une capsule spécifique et vous êtes invité à pouvoir les regarder. Les racines antérieures, motrices et postérieures, qui sont sensitives, convergent vers le trou de conjugaison, ce qu'on appelle le foramen intervertébral, qui est limité en haut et en bas par les pédicules, en avant par le disque intervertébral et en arrière par les apophyses articulaires. Le nerf spinal se divise dès l'émergence du foramen en un rameau dorsal destiné aux muscles et aux téguments paravertébraux et un rameau ventral participant à la formation du plexus ou se prolongeant par les nerfs intercostaux. Il faut différencier les radiculopathies ou le syndrome radiculaire des plexopathies et des mononeuropathies correspondant aux nerfs périphériques. Concernant l'interrogatoire, il va falloir identifier les conditions d'apparition initiale de la douleur. Si c'est une douleur radiculaire, il faudra identifier la systématisation du trajet, par exemple un trajet qui serait C6. Il faudra aussi identifier le rythme de cette douleur, en principe, calmé par le repos, exacerbé par la mise en tension de la racine, la toux, l'éternuement, la défécation. On essaiera de voir aussi s'il y a des douleurs rachidiennes. On recherchera les paresthésies. La paresthésie qui est un trouble du sens du toucher. Il regroupe d'ailleurs plusieurs symptômes. La particularité, c'est d'être désagréable, mais pas douloureux. On peut avoir des fourmillements, des picotements, des engourdissements. Voilà. Et après, vous pourrez aussi identifier et systématiser le dermatome. Alors, les signes cliniques au niveau de l'examen neurologique périphérique. Donc, on pourra rechercher des signes rachidiens, un signe rachidien sous forme d'une raideur segmentaire. On va vous constater une attitude antalgique, des contractures paravertébrales. On pourra comprimer le rachis avec une compression axiale, avec plus ou moins d'inclinaison, faire tousser son patient. On pourra rechercher un déficit sensitif, qui est systématisé sous forme d'un dermatome. Il faudra rechercher aussi les réflexes ostéotendineux, avec une abolition, une diminution. On pourra trouver aussi un éventuel déficit moteur avec un test simple contre résistance. Vous pourrez aussi regarder s'il y a une amyotrophie musculaire, si le muscle se contracte bien, la qualité de cette contraction. Donc au niveau musculaire, vous pourrez tester au niveau des membres supérieurs l'abduction du bras, la flexion du coude, enfin tous les mouvements qui pourront vous amener à détecter un quelconque déficit. Et au niveau du membre inférieur, une flexion de hanche, une extension de genou, une flexion dorsale du pied, qui vous permettra d'orienter votre diagnostic ostéopathique. Ensuite, vous pourrez évidemment réaliser aussi des manœuvres d'étirement des racines nerveuses, comme avec un LASEG, qui pourrait rechercher L5-S1, un LASEG du membre supérieur aussi, C5, C6, ou un signe de la sonnette, qui correspond à l'aggravation d'une radiculalgie par l'exercice d'une pression paravertébrale. Les
Conduite à tenir. Alors, toujours chercher des signes médulaires associés, hein. Il pourrait y avoir un syndrome sous-lésionnel, car un syndrome radiculaire cervical ou thoracique peut être l'expression lésionnelle d'une compression médulaire par neurinome ou syringomyélie ou une infiltration néoplasique. En effet, la pathologie, les compressions médulaires, feront l'objet d'un chapitre spécifique, hein, mais elles peuvent être responsables d'un syndrome radiculaire, hein. Vous verrez ça dans une capsule spécifique. Même si le conflit disco-radiculaire par hernie discale est la première cause de syndrome radiculaire, il ne faut pas que vous oubliez que pour les autres causes de syndrome radiculaire, hein, il peut y avoir un mécanisme tumoral, par exemple le syndrome de Pancoast-Tobias, il peut y avoir des mécanismes infectieux donnant des spondylodycites, des mécanismes traumatiques, des mécanismes compressifs, hein, dans le cadre d'un défilé d'escalène. Vous pouvez avoir aussi des infiltrations néoplasiques, une endométriose, des hémorragies, des abcès rétropéritonéaux, un abcès du psoas, des hématomes chez les hémophiles, un syndrome canalaire, des neuropathies essentielles ou métaboliques. Un syndrome radiculaire, objectivé par l'examen clinique décrit avant, comme nous venons de le faire, doit faire l'objet d'une orientation systématique en direction du médecin traitant.